Bonsoir à tous et à tous, et merci à vous d'être présents pour cette seconde conférence Iségoria de l'année. Et merci de votre fidélité. Attaché à une certaine diversité quant à nos invités et aux problématiques que nous traitons ici en Amphi Edith Nantes, à Audencia, nous recevons ce soir dans un registre tout à fait différent de celui de notre dernier invité, un directeur de recherche en communication, un enseignant, un professeur d'université, un maître de chaire au CELSA, et un auteur, à la bibliographie, il faut le dire, plutôt conséquente. Nous recevons ce soir Yves Jeanneret. Monsieur Jeanneret, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de partager la difficulté qui fut la mienne lorsqu'il a fallu rédiger et réaliser la synthèse, qui du coup, je l'espère, sera fidèle, de votre champ de recherche, tant celui-ci est vaste. Alors me direz-vous par où commencer pour vous présenter ? Eh bien peut-être par le fait que vous êtes un pur produit de l'excellence française. Certains pourraient même vous qualifier de 100% made in France. Vous avez suivi une formation de prestige, en lettres, en passant par la rue d'Ulm en 1972, précédée d'une classe préparatoire cagneuse, normalien donc, et qui plus est agrégé de lettres classiques. Voilà un parcours devenu l'essence de l'excellence de tout chercheur de votre pointure, bien que vous le qualifiez vous-même, modestement, de classique. Mais projetons-nous 43 ans plus tard. Vous êtes professeur reconnu de sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 4 Sorbonne, directeur adjoint du CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, responsable de la chaire innovation et création d'entreprises dans la communication et les médias. Et pour l'heure, vous êtes confortablement installé dans un fauteuil de cuir noir d'une grande école de commerce française et se tient devant vous un parterre d'étudiants de l'école de communication Sciences Com, venus pour l'occasion s'ajouter à notre public habituel, et on les salue d'ailleurs amicalement. Mais n'éludons pas ces 43 ans qui ont fait votre carrière et qui expliquent notre invitation de ce soir. Et de fait, votre place dans ce même fauteuil noir. Vous avez commencé vos recherches sur une réflexion entre littérature et sociologie, analysant l'œuvre de Romain Rolland, avant de glisser, et cela s'explique par votre travail avec des écoles d'ingénieurs, notamment l'école des mines, vers l'étude de la circulation des savoirs scientifiques et culturels. Votre arrivée au CELSA orienta, me semble-t-il, vos recherches au cœur des problématiques communicationnelles des médias, de pouvoir, voire économiques. Précurseur, vous avez alors approché deux univers, le monde des sciences de l'information et des savoirs avec celui de la communication, devenant ainsi un chercheur pionnier du CNRS en la matière. Monsieur Jeanneret, serait-ce se fourvoyer que de limiter votre expertise scientifique à la réponse que vous apportez à la question « Comment expliquer la circulation des idées ?» Problématique liant les trois axes majeurs de votre travail, l'étude de la culture de la trivialité, c'est-à-dire de la circulation des savoirs, la médiatisation ou vulgarisation des savoirs scientifiques, et enfin une approche sémiotique du multimédia analysant les transformations de celui-ci. Sur tous ces sujets, votre activité de recherche est intense. Vous êtes à la recherche en sciences de la communication, ce que Pujadas est à la présentation du 20h. Vous publiez des dizaines d'articles, vous participez à de nombreuses revues spécialisées telles que Communication et Langage. Mais la taille de ces articles ne vous suffit plus et c'est pour cela que vous écrivez depuis lors nombre d'ouvrages, comme Écrire la science ou plus récemment Critique de la trivialité, dont nous organisons la vente à l'issue de cette conférence avec l'aide de notre partenariat avec les librairies Durance. Avant de terminer cette présentation, j'oserais ce rapprochement assurément risqué et probablement contestable avec le grand Roland Barthes. D'abord parce que tous deux, vous avez étudié jusqu'aux objets du quotidien. Me vient ici à l'esprit une de vos réflexions sur la télé-réalité. L'un pour expliquer socialement les systèmes de signes qui les sous-tendent, et vous pour donner sens à la circulation des savoirs dont l'étude vous est si chère. Et deuxièmement, car la rencontre des sciences de l'information et de la communication avec la sémiologie s'est particulièrement concrétisée au travers des travaux de Roland Barthes, que vous considérez peut-être d'ailleurs comme un mentor. Allez, loin de moi l'envie d'éterniser cette présentation en pérorant sur une hypothétique lien de parenté avec votre homonyme Charles-Édouard Jeanneret, alias Le Corbusier. Je m'empresse de céder le micro à Laurent Noël, qui va faire lumière sur la problématique de ce soir, la communication à l'ère digitale, rouage et enjeux de pouvoir. Et je remercie Delphine Saurier, directrice de Sciences Com, qui a permis cette conférence ce soir.
Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Thomas pour cette présentation pleine de brio. Et alors je me dois d'apporter une petite correction, c'est que Delphine n'est pas encore directrice de ScienceCom, mais c'est Laurence Crespel, qui est les 2 rangs derrière elle, qui en assure pour l'instant la direction. Voilà, mais néanmoins le remerciement a toute sa valeur, puisque sans Delphine, on aurait bien eu du mal à avoir le plaisir de faire venir Yves Jeanneret ce soir. Voilà, donc alors, un remerciement au public qui est effectivement nombreux, un remerciement pour Yves Jeanneret, pour mes collègues de ScienceCom. Alors, nous sommes ce soir réunis pour une thématique, la communication à l'ère numérique, puisqu'on a un vilain anglicisme ici avec le digital, tout le monde aura fait la traduction en bon français, comme on dit rue d'Ulm. Donc la communication à l'ère numérique, aux ressorts multiples et aux enjeux d'autant plus importants qu'ils n'apparaissent pas clairement. J'y reviendrai. L'individu qui se tient devant vous et vous parle a commencé à travailler sans Internet et sans email. C'était il y a 20 ans, l'âge d'une partie de l'auditoire. Vous êtes en train d'estimer mon âge. C'est beaucoup et c'est peu. Étions-nous, mes congénères et moi-même, moins intelligents et moins efficaces qu'aujourd'hui ? Je ne crois pas. Nous étions moins informés, certes, mais à mon avis, pas moins efficaces. Je peux imaginer d'emblée la réaction que suscitent mes propos et je vous réponds que non, j'ai toute ma santé mentale. Je ne cherche pas mes carambars comme la mère des enfants Le Quesnoy à la fin du film « La vie est un long fleuve tranquille ». Et j'ai parfaitement conscience de devoir rester vigilant face aux 2 écueils qui nous guettent, presque tous et à des degrés divers selon notre âge et notre niveau d'éducation. D'un côté, l'historicisme, c'était mieux avant, et de l'autre, le culte de la nouveauté. À l'appui de cette affirmation, certes un peu définitive, je vous l'accorde, j'avance un premier argument, celui des chiffres de la productivité qui, dans les pays occidentaux, ont été multipliés en moyenne par plus de 4 entre 1960 et 2000, c'est-à-dire surtout avant l'avènement du numérique. Second argument, celui de l'abondance des échanges et du traitement de l'information. Écrire une lettre, passer un coup de téléphone, ou pire, se déplacer pour rencontrer quelqu'un, sont des actes bien plus engageants qu'envoyer un email, un SMS ou poster un message, surtout à plusieurs destinataires à la fois. Avec pour résultat de multiplier ces derniers, souvent très inutilement et de manière très informative et si peu décisionnelle, voire pour transmettre la patate chaude à son voisin. Résultat, les potentialités nouvelles ont un prix, un corollaire, celui d'une perte de temps supplémentaire. La relation entre la communication, sa forme et le contenu qu'elle est censée servir est un objet d'étude ancien, en réalité, et avec l'idée que le support de communication n'est pas neutre, mais lui-même producteur de sens dans des mondes déjà fortement déterminés par leur propre culture, comme les artistes du surréalisme ont tenté de nous le montrer dès les années 20, et plus généralement, tous les philosophes, ethnologues et anthropologues œuvrant sur l'analyse du rapport entre nature et culture. Plus proche de nous, et sur le terrain plus large que la communication, mais qui la concerne, il convient de mentionner les analyses et réflexions de Maurice Merleau-Ponty, le philosophe, et de Guy Debord. Le premier dans un ouvrage publié post-mortem en 1964, mais écrit sans être achevé en 1959, et intitulé « Le visible et l'invisible », nous invite à nous interroger sur cet invisible qui nous gouverne incidemment et à travers l'acceptation de différentes formes de représentation culturelle, ce que, cher invité, vous appelez en l'espèce une naturalisation de la communication numérique. Le second, Guy Debord, à travers son fameux essai prophétique intitulé « La société du spectacle », publié en 1967, et qui souligne l'avènement du capitalisme comme société de marchandises. Marchandises, mais que nous pouvons aujourd'hui commuer en images, et avec les mêmes conséquences, dont une hyper-présence des médias. Ces 2 auteurs, comme vous-même, Yves Jeanneret, nous invitent à questionner ce qui se cache derrière de si jolis rideaux, devenus il y a peu des écrans. L'intention est salutaire au regard des enjeux politiques et culturels. Peuvent être citées de manière non exhaustive quelques préoccupations contemporaines. Le sentiment que la communication numérique n'est ni nécessairement précédée ou suivie par une action, et ce constat vaut autant pour les sphères économiques que politiques. J'irai plus loin avec le sentiment partagé que la communication via les réseaux sociaux peut être un substitut d'action. L'auteur est visible, de visible à agissant, il n'y a qu'un pas que l'on soupçonne, mais qui n'est pas toujours franchi. Je passe sur la cohérence du message avec l'identité de l'auteur. Les banques suisses s'étaient-elles présentées sous un mauvais jour ? Autre inquiétude, la vitesse de réaction est-elle un gage de qualité de réflexion ? Je citerai un autre auteur, cette fois,
le cycliste Laurent Fignon, double vainqueur du Tour de France et grand sage à ses heures, qui en réponse à une agression verbale répondait « Plutôt que de dire ce qu'il pense, ce monsieur ferait mieux de penser ce qu'il dit. » À méditer, j'en suis convaincu. Quid de la rencontre ? On n'échange pas de la même manière virtuellement et physiquement. Ma fille a des centaines d'amis sur Facebook, mais combien en voit-elle régulièrement ? Et sur quelle proportion d'entre eux pourrait-elle compter réellement ? Quid de la valorisation des producteurs de contenu, qu'ils soient artistes, auteurs, journalistes, chercheurs, musiciens, etc. On paye les tuyaux, les fournisseurs d'accès, Google, Apple, Facebook, mais pas les premiers. Or, la vie des seconds en dépend. S'agit-il d'un transfert de richesse, l'innovation destructrice chère à Schumpeter ? À bien y regarder, les tuyaux eux-mêmes sont peu ou pas rentables, et leur valeur repose surtout sur des croyances boursières, dont le temps jugera de la pérennité. Twitter n'a jamais gagné d'argent et n'a même pas de réel business model. À mon avis, un outil qui ne rassemble que 400 millions d'abonnés, ce qui est peu à l'échelle de la planète, pourrait très bien disparaître un matin sans qu'on s'en rende compte. En résumé de mes petites réflexions, il me semble que l'enjeu de la communication aujourd'hui est avant tout celui d'être lucide, à la fois sur ce que signifie de recourir au numérique et à ces canaux pour communiquer, ou plus généralement aux médias, et sur le contenu que nous sommes prêts à assimiler souvent un peu trop facilement, sans esprit critique. Deux illustrations. La notion de croissance économique, qui permet de repousser à demain les ajustements structurels que nous devons réaliser aujourd'hui. Tous les experts savent bien que c'est un artefact qui ne résiste ni à l'observation de notre histoire, ni à une quelconque réalité économique, ni même à un besoin de création d'une richesse qui n'a jamais été aussi abondante, mais aussi mal répartie. Dernier exemple, la question du conflit ukrainien et des médias qui présentent les Russes et leur président comme de dangereux et illégitimes hégémonistes. Peut-être, mais n'oublions pas que l'Ukraine a fait partie de la Russie pendant 3 siècles et que ses citoyens ont beaucoup souffert de la séparation récente. N'oublions pas non plus qu'en matière d'expansionnisme indu et incompréhensible, les États-Unis sont des champions toutes catégories. Le prisme médiatique s'est-il montré aussi critique envers les uns et les autres ? J'ai encore en rayonnage chez moi un hors-série du Monde diplomatique, publié en 1996 et qui titrait « Internet, de l'extase à l'effroi ». Cher Yves Jeanneret, cette problématique retenue alors conserve-t-elle toute son acuité ou puis-je jeter ce support papier d'un autre temps ? Merci infiniment de votre présence ici ce soir et je vous tends le micro. Merci beaucoup. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais parler ici du fauteuil parce que je vais parler un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc, je voudrais d'abord remercier Isegoria, remercier ceux qui m'ont invité aujourd'hui parce que quand on vient de finir un livre, on a surtout envie d'échanger, d'avoir un dialogue avec des lecteurs, avec un public. Et donc, c'est extrêmement précieux de pouvoir, pour moi, être aujourd'hui ici avec vous. J'enseigne au CELSA, j'ai l'habitude de dialoguer avec mes étudiants, avec mes collègues. Mais c'est très important pour moi de rencontrer des gens qui réfléchissent sur ces questions, qui sont des questions importantes pour tout le monde. Alors, c'est vrai que mon métier est un métier de chercheur. Tout à l'heure, la présentation qui a été faite était beaucoup trop élogieuse, donc j'avais déjà le trac avant de prendre la parole, ça n'a pas particulièrement arrangé les choses, mais je vais essayer de m'y adapter. Mais bon, ça c'est mon métier technique c'est d'être chercheur, mais si j'ai fait ce livre, Critique de la trivialité, à la suite de différents travaux, c'est parce que j'ai envie de débattre de questions essentielles et que je pense que cette question de la communication se manifeste à nous avec des enjeux extrêmement vifs aujourd'hui. Elle est facilement interprétée dans un sens utopiste ou catastrophique. Donc, ce titre du Monde diplomatique garde tout son intérêt, dépasser au fond à la fois les engouements et puis les stigmatisations. Mais je pense que l'effort d'analyse n'est pas forcément à la hauteur par rapport aux enjeux. Et donc, modestement, les uns et les autres, nous essayons de poser ces questions avec une certaine rigueur, puisqu'il n'y a pas de raison que la communication, dans la mesure où elle est une activité humaine fondamentale, ne fasse pas l'objet d'une analyse critique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le discernement, l'effort pour voir les choses, l'effort pour discerner des pouvoirs.
Et dans le titre qui a été donné pour cette conférence, il y a le mot pouvoir. Il est important parce que précisément, nous vivons des changements essentiels et ces changements demandent une certaine lucidité de notre part. Non pas parce qu'il y aurait plus de pouvoir à dénoncer sur l'Internet, mais parce qu'il y en a simplement autant que pour n'importe quel type de dispositif médiatique. Les objets qui, au fil de l'histoire, ont servi à porter la culture humaine, à permettre le lien social, à échanger entre les hommes, ont aussi été des objets qui ont imposé des techniques, qui ont correspondu à une économie, à différents modèles économiques, et qui ont donc aussi permis à certains acteurs de prendre du pouvoir. Et simplement, le point de vue des chercheurs en communication aujourd'hui, c'est de considérer que ce qui se passe aujourd'hui, que les transformations que nous vivons demandent la même analyse des dispositifs, le même effort pour distinguer des langages, pour distinguer des économies, pour distinguer des pouvoirs, ni plus ni moins que quand les hommes ont inventé la tablette d'argile ou l'imprimerie, aux phénomènes qui, eux aussi, ont à la fois permis d'incroyables formes d'émancipation culturelle, des partages sociaux, des échanges de savoir très importants, mais ont également institué des contraintes, des standards et des formes de pouvoir. Alors, pour regarder cette question, bien sûr, je voudrais surtout dialoguer avec vous, je ne veux pas être trop long, mais je propose simplement 3 temps de réflexion. Un premier, il me semble qu'il faut revenir sur la question de la communication en général, en dire quelques mots, avant de considérer plus particulièrement ce qui se passe aujourd'hui sous le nom du numérique. Puisque finalement, le numérique est d'une certaine façon une nouvelle ère, bien sûr, pour la communication, mais d'une autre façon, c'est la suite de ce que les hommes ont construit au fil des millénaires et des siècles, et c'est avant tout un héritage par rapport à tout ça. Ensuite, en préparant avec les étudiants d'Audencia, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi d'aborder plus particulièrement la question de la professionnalisation et de se demander qu'est-ce qui fait qu'on professionnalise certaines activités dans la communication et à quel titre est-ce qu'on les professionnalise, jusqu'à quel point peut-on les professionnaliser. Et en avançant dans cette seconde problématique, on en viendra à avoir déjà en partie traité cette troisième partie sur laquelle j'aimerais conclure, qui porte sur les héritages et les ruptures, c'est-à-dire être capable de constater qu'aujourd'hui, des changements majeurs sont en jeu, mais que pour comprendre ces changements, il faut travailler sur la continuité avec ce qui a pu se construire au fil de l'histoire des hommes. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui dans l'ordre de la culture, à cause des médias, à cause de la communication, à cause des technologies. Mais très souvent, les changements ne sont pas ceux qui sont les plus spectaculaires ou ceux qui sont le plus commentés. Donc, au fond, essayer de mener des recherches sur la communication, c'est aller au-delà des apparences, aller au-delà des déclarations les plus visibles et essayer de voir quelques changements plus fondamentaux. Alors, en 2009, le quotidien gratuit 20 minutes avait produit une publicité qu'on pouvait voir notamment dans le métro. Et sur cette publicité, on voyait Barack Obama qui se livrait à un meeting, qui venait à un meeting de campagne. Et on apercevait sur cette publicité l'image de ce meeting à travers la une du quotidien, qui était transformée métaphoriquement en une fenêtre, en fait, à travers laquelle on voyait le réel. Alors, cet exemple nous permet de situer un peu dans une perspective historique les changements que nous vivons, parce que ce type de publicité s'inscrit dans la continuité de plusieurs phénomènes importants des médias. Le premier, c'est d'abord la relation qu'il peut y avoir entre les médias en tant que dispositif de communication et les médias en tant qu'entreprise ayant leur propre économie et leur propre fonctionnement. On voit très bien qu'un journal peut être gratuit, ou du moins peut apparaître comme gratuit, peut ne rien coûter à ses lecteurs, dans la mesure où, depuis le XIXe siècle, un double circuit fonctionne dans l'univers médiatique, un circuit qui consiste à vendre le journal aux lecteurs et un autre circuit qui consiste à vendre les lecteurs à des annonceurs, à des acteurs économiques.
Et on voit très bien qu'à partir du moment où on a compris ce double système, c'est-à-dire à la fois diffuser une information pour les citoyens et en même temps créer une communauté qui peut être mise à profit pour des échanges marchands, on voit très bien que des modifications d'équilibre dans ce dispositif permettent éventuellement d'envisager un modèle économique dans lequel la vente du numéro n'est plus l'élément économique déterminant, parce que la rentabilité du titre est assurée par les échanges marchands et au fond par la vente du lectorat aux annonceurs. Alors, vous voyez cet élément de continuité qui vient marquer les ruptures qui peuvent intervenir. Autre aspect important de cette publicité, c'est la relation entre information et communication qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la construction d'un contenu, d'une représentation du monde est en jeu, que ce qui nous est montré, c'est une certaine façon de voir le monde, l'accent mis sur certains événements, une certaine posture vis-à-vis de ces événements, mais que tout ça ne fonctionne que parce qu'une relation de communication particulière s'est construite. Au fond, la communication comme relation et l'information comme contenu, comme savoir, sont dans une relation constante qui fait la définition du média. Enfin, dernier élément, et sans doute le plus important, le développement des médias a renforcé un certain nombre d'imaginaires, un certain nombre d'idéaux, de valeurs, de fantasmes qui occupent la communication. Ici, le fantasme majeur est celui de la transparence. Cette métaphore qui vous est présentée, c'est-à-dire un journal qui devient transparent, qui devient comme une fenêtre ouverte sur le monde, c'est l'incarnation d'un certain idéal de la communication qui est au fond très paradoxal, puisque finalement le critère de la bonne communication est la transparence, c'est-à-dire l'immédiateté. Le critère de performance qui est avancé pour le média, c'est sa propre disparition. Vous savez, ce sont les théoriciens de la peinture à la Renaissance, Alberti par exemple, qui représentait la peinture comme une fenêtre ouverte sur le monde. Donc il y a d'une certaine façon la fiction d'un journal qui ne serait rien d'autre que le témoignage de la réalité, qui s'effacerait pour donner un accès direct à la réalité. C'est la thématique de la transparence. Or, bien entendu, le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde dans lequel cette thématique de la transparence est plus puissante que jamais, mais elle repose sur un nombre de dispositifs toujours plus important, donc d'une certaine façon sur une opacité, ou alors pour le dire autrement, la promesse d'être confronté au monde immédiatement comme un spectateur qui peut voir directement le réel est un critère particulier qui s'est affirmé dans le monde médiatique avant l'arrivée de l'informatique, mais qui bien sûr s'est renforcé depuis l'existence du réseau et qui en réalité repose en même temps sur une pile considérable de médiation, puisque plus nous voulons que le monde soit immédiatement à la portée de notre main, plus nous recourons à des objets, à des dispositifs, à des protocoles, à des standards qui, en fait, mettent en forme ce monde. Alors, ça, c'est vraiment, je pense, une réflexion un peu plus générale sur le rapport entre la communication et l'information, sur la relation entre la communication comme dispositif, comme procédure, et la communication comme imaginaire, qui me semble très importante quand on veut envisager aujourd'hui ce qui se transforme. Mais dans ces transformations-là, en fait, il ne faut pas sous-estimer le rôle des dispositifs. Et les dispositifs sont des dispositifs techniques, mais aussi des dispositifs symboliques. Lorsque le drame du 7 janvier s'est produit, très vite, en fait, il y a deux phénomènes qui se sont produits et qui se sont, en fond, alimentés. Un phénomène d'identification, c'est-à-dire que très rapidement, un collectif social extrêmement étendu s'est réuni autour de la protestation et autour de l'émotion et de la manifestation de la solidarité avec les victimes de l'attentat. Mais en même temps, cette expression s'est concrétisée dans une forme médiatique particulière, ce que les spécialistes de l'Internet appellent un mème, disons, nous, on dirait plutôt une forme graphique extrêmement condensée, le « Je suis Charlie » avec une typographie particulière. Et on peut dire que 2 heures après l'attentat, il était certain que tous ceux qui voulaient exprimer quelque chose politiquement ne pouvaient le faire qu'avec cette forme. Ce dont aujourd'hui je trouve la trace, lorsque je lance
une requête sur le moteur de recherche le plus célèbre avec la fonction image et que j'obtiens dans tout premier écran, partout le même signe. Alors que si, par exemple, je lance une requête du même type avec un autre slogan politique, ni pute ni soumise, par exemple, je trouve une très grande diversité d'images. Ça veut dire que dans ce processus s'affirme la puissance d'un certain type de dispositif d'écriture, parce que finalement c'est de l'écriture, mais une écriture accompagnée d'un appareillage technique qui lui donne une capacité de dissémination d'abord, une capacité d'appropriation ensuite, puisque chacun va pouvoir s'approprier ce signe et en faire quelque chose. Tout le monde dira « je suis Charlie », mais bien entendu, tout le monde ne mettra pas forcément derrière cette énonciation la même signification. Ce qui restera, c'est cette identification que finalement le graphiste qui a créé ce signe a choisi. Il a choisi d'exprimer un mode d'identification. Et si vous voulez, c'est très important de voir le poids de cette force technique, de ce dispositif technique, qui ne pourrait pas se réaliser graphiquement et qui ne pourrait pas se disséminer avec la même puissance s'il n'y avait pas le réseau, parce que l'informatique, c'est de l'écriture, et que le réseau permet une propagation des signes écrits qui est supérieure à tout ce qu'on a pu connaître en la matière jusqu'à présent, mais qui, en même temps, bien entendu, va entraîner des réappropriations extrêmement diverses. J'avais fait une conférence quelques jours après au Conseil économique et social, et quand je suis arrivé, Conseil économique, social et environnemental, grande institution de la République, on ne peut plus officielle, et lorsque je suis arrivé, j'ai vu l'affiche « Je suis Charlie », à l'entrée du Conseil économique, social et environnemental. Je me suis dit, tiens, bizarre tout de même, le Conseil économique, social et environnemental est Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'en fait, la propagation de ce signe, ce que nous appelons, nous, dans notre terme d'analyse, la logistique, c'est-à-dire cette capacité que donne l'informatique de propager d'une façon particulièrement forte le même signe, reproduit toujours le même signe, mais ce signe va prendre des significations extrêmement différentes. Et petit à petit, au fond, ce titre de presse, qui a une valeur très particulière, qui est un titre de provocation, qui va dans l'outrance, qui trouve toute sa valeur dans sa place très particulière dans le paysage médiatique français, va devenir une sorte de titre officiel, d'organe officiel. Alors de quoi ? De la France, de la démocratie, de la liberté d'expression, du monde occidental, de la raison, de la société de lumière. Et je ne sais pas aujourd'hui comment Charlie Hebdo va se sortir du fait d'être devenu comme ça l'organe officiel de toute une société, en plus diffusée dans le monde entier. Et voyez bien que dans ce contexte-là, la présence d'une caricature qui est contestée, qui peut être interprétée dans un sens ou dans un autre, prend une signification extrêmement différente de la signification qu'il pouvait avoir quand il était sur le titre d'un journal dont on savait qu'il correspondait à un public très particulier, avec une mission très particulière. Alors, c'est ça qui rend très difficile le fait d'analyser vraiment le poids des transformations techniques, puisque vous voyez que la technique joue un rôle extrêmement important, et en même temps, elle n'explique ni la force de l'émotion, ni la nature du collectif qui s'est manifesté, ni non plus les nombreuses réinterprétations, paradoxes, décalages que la circulation de ce signe va réaliser. C'est le même signe qui se reproduit d'une façon extrêmement diverse, et en même temps, à chaque fois qu'il se reproduit, il prend une signification différente. Et c'est pour ça que, à mon sens, je vous propose ça pour en discuter, la perspective de temps long est très importante, parce que ce que je viens de montrer, c'est évidemment tout à fait typique de l'Internet, et en même temps, c'est une très vieille histoire. Platon avait souligné dans le dialogue Phèdre le rôle particulier de l'écriture, et il disait de l'écrit: une fois qu'il a été écrit, le texte va traîner partout, rencontrant indifféremment ceux qui s'y connaissent et ceux qui n'en ont rien à faire, sans discerner à qui il doit ou ne doit pas parler. Et en fait, ce signe « Je suis Charlie » connaît tout simplement la destinée du signe écrit, qui échappe à son auteur, qui va prendre une valeur différente au fur et à mesure qu'il circule, et donc qui va imposer de plus en plus une certaine logique, une logique d'identification, la force d'un signe visuel, une identité
l'incarnation concrète de certaines valeurs, mais qui en même temps échappera en permanence à tous ceux qui vont le prendre, parce que tous ceux qui le prennent et qui le reproduisent, en fait, lui donnent une nouvelle signification, et personne ne contrôle finalement la destinée de la circulation de cet objet. Alors voyez, ce qui fait la force tout à fait particulière de l'Internet, qui entraîne un phénomène que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire une diffusion aussi large et aussi uniforme du même signe, en fait, c'est quelque chose qui renvoie à un phénomène de communication qui, lui, est très fondamental sur le plan anthropologique depuis l'invention de l'écriture. Et ce qui nous pousse à essayer de comprendre l'Internet comme une forme actuelle de l'écriture, et donc ne pas opposer, par exemple, l'écrit à l'écran, mais essayer de comprendre ce que les écrits d'écran signifient et quelle va être leur valeur particulière. Dans cet ajustement permanent entre ce que les dispositifs apportent et ce que la vie sociale des signes permet. Alors, on pourrait multiplier les exemples, je ne veux pas être trop long, mais vous voyez par exemple, la typographie de la Renaissance avait utilisé l'astérisque qui servait à faire des notes, à agrémenter les documents savants. Au début du XXe siècle, en 1901, un auteur de guide a eu l'idée de mettre un astérisque pour désigner des choses qui méritaient particulièrement d'être soulignées. Et petit à petit, ce signe a acquis la capacité de devenir un symbole de jugement, de valeur, de qualité, particulièrement dans un domaine culturel particulier, celui du tourisme. Et petit à petit, il va être transformé en une technologie documentaire, informationnelle, avec l'invention d'un objet plus perfectionné, le guide touristique, et la mise en place dans le guide touristique de cette nomenclature des étoiles comme repérage d'une forme de jugement lié à la compétence et à l'expertise du guide. L'étoile étant, en somme, un acte de pouvoir par lequel l'auteur du guide indique une préconisation et donc désigne aussi ce qui mérite d'être suivi en matière de culture. Aujourd'hui, cet objet a circulé dans toutes les formes du réseau. Il s'est retrouvé d'abord dans les guides numériques de tourisme, et puis petit à petit, il a conquis tous les sites qui cherchent à évaluer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, vous pouvez difficilement échapper à des séries d'étoiles quand vous êtes sur Internet, parce que ce signe qui vient de très loin, en fait, qui a parcouru déjà tout un itinéraire, devient en quelque sorte le symbole de la préconisation de la valeur. Ce qu'il y a, c'est que le régime dans lequel cette étoile avait été utilisée dans le guide, c'est-à-dire la signature par des spécialistes du pays d'une certaine qualification des objets culturels, s'est transformé dans un régime différent qui est le plus souvent le traitement statistique quantitatif des jugements des anonymes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous avons à la fois la transformation, c'est-à-dire une culture de plus en plus déterminée par le calcul statistique, c'est-à-dire en gros qui nous renvoie à nous ce que nous avons déjà exprimé précédemment, mais sous la forme d'une expression qui, elle, conserve la forme, ce que nous appelons, nous, l'expression sémiotique, les signes qui, eux, sont liés à une certaine tradition de la culture. Alors voilà un peu cette complexité des phénomènes de communication et de leur relation avec la dimension technique qui est quelque chose de très important mais qui demande à être construit. Alors c'est dans ce contexte, au fond, que se pose la question de la professionnalisation. C'est-à-dire que comment certains acteurs s'emparent de ce phénomène fondamental, anthropologique fondamental, qui est la communication. En fait, depuis qu'il y a des hommes, ils communiquent. Depuis très longtemps, ils cherchent comment communiquer efficacement. Très tôt, ils ont créé des dispositifs qui leur permettent d'inscrire, de conserver, de transmettre, de véhiculer des savoirs. Et puis, il y a des acteurs qui saisissent ça, qui l'équipent et qui l'industrialisent. Alors, ils font, pour simplifier, je ne veux pas être trop long, essentiellement deux choses. D'abord, ils instrumentent et ensuite, ils instrumentalisent. Alors, ils instrumentent, c'est-à-dire qu'en fait, ils créent des objets qui permettent à certaines activités humaines de s'inscrire, de se structurer, de se techniciser, de devenir plus efficaces. Au XIXe siècle, on utilisait par exemple le portrait-carte.
C'est un objet qui a disparu, mais qui a joué un rôle très important dans une société où les gens cherchaient à s'identifier comme individus, où la valeur de l'individu s'exprimait. Et donc, le fait d'avoir une carte comme une carte de visite, mais avec une photographie, donc en utilisant à la fois la typographie et la photographie, des techniques qui avaient été perfectionnées au cours du 19e siècle, on pouvait avoir une image de soi qui soit en même temps une image sociale. Et au fond, ce portrait-carte circulait, comme peut circuler n'importe quel objet de main en main. Et c'était un peu comme si l'identité de chacun pouvait circuler, pouvait se donner. Cette instrumentation, aujourd'hui, a connu un perfectionnement extrêmement important avec les plateformes d'échange identitaire, comme Facebook, qui veut dire en fait en anglais le livre de visage, et qui s'inscrit clairement dans la continuité de cette scénographie de soi, qui est à la fois une représentation de soi comme individu, mais en même temps une façon d'adhérer à un mode social. Parce que celui qui utilisait le portrait-carte se situait socialement dans un certain type de milieu, dans un certain type de pratique sociable. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous utilisons une plateforme comme Facebook, qui nous conduit à nous caractériser individuellement, mais à le faire à travers un format, à travers des modalités, une description documentaire des traits d'entre nous sur lesquels nous sommes sollicités. Sur cette page, par exemple, on trouve que je n'ai pas donné assez d'informations et on voudrait bien savoir si je suis encore à l'Université d'Avignon ou si je suis à Paris-Sorbonne, parce que ces éléments vont aussi circuler comme des éléments de description du social. Et bien entendu, le fait que ces plateformes soient extrêmement équipées instrumente davantage, donc me donne davantage de moyens de me présenter, mais en même temps standardise davantage ma présentation, industrialise davantage ma présentation. Donc chacun pourra développer de plus en plus une présentation singulière, pourra être présent, pourra diffuser, pourra développer un réseau avec des partenaires de plus en plus diversifiés, ce qui nous distingue bien sûr de l'époque des médias de masse, mais il le fera de plus en plus avec des outils standardisés, en utilisant les mêmes catégories, en utilisant les mêmes moyens. Et en fait, le pouvoir ne tient pas au contenu. Les industriels qui développent ces outils ne cherchent pas à dire à notre place ce que nous devons dire, mais ils tiennent aux outils, c'est-à-dire que, en fait, ils essayent d'obtenir que nous passions par leur propre structure et que nous ayons en tête que pour exister socialement, nous devons exister sur ces outils-là. Mon grand-père avait traversé la France en voiture à cheval de la Suisse pour la Normandie, et il avait sur une carte routière de l'époque inscrit au stylo en fait chacune des étapes, et j'ai pu retrouver cette trace en fait de ce voyage que mon père avait fait à l'âge de 5 ans sur la voiture à cheval de mon grand-père. Et on voit très bien comment les outils qui nous permettent l'inscription, en fait, l'inscription dans l'espace, l'inscription dans le temps, une trace qui reste d'un voyage qui a été effectué, participe donc à la façon dont nous pouvons raconter notre vie, la transmettre et grâce à l'écriture, la conserver en fait, en léguer des traces à ceux qui nous entourent. Bien entendu, de ce point de vue-là, le développement des dispositifs qui reposent sur la cartographie donne une puissance accrue à ces phénomènes dans la mesure où ils permettent, grâce à la puissance du programme, d'associer justement cette représentation géographique qui reste fondamentale. La carte est un élément fondamental pour la situation de l'homme dans le monde, de la rendre conciliable avec un ensemble considérable d'informations qui concernent nos pratiques. Ce qui nous est intime, ce qui nous est propre, ce qui définit nos trajectoires sociales et nos trajectoires culturelles. Alors ça, c'est l'instrumentation. Au fur et à mesure, au fond, que les pratiques sociales se développent, les hommes inventent des outils qui leur donnent un support, qui leur permettent de s'inscrire, qui leur permettent de se déployer, qui leur permettent de se rationaliser. Et je pense que c'est un des grands éléments
de l'industrie informatique d'être capable, en reprenant tout l'héritage de la culture, de créer de nouvelles instrumentations et donc de nous proposer en permanence des outils pour y inscrire nos vies, pour y inscrire nos objets culturels, pour y inscrire nos jugements, pour transmettre et représenter nos liens avec la société. L'autre logique, c'est l'instrumentalisation, c'est-à-dire tout ce qui va permettre, en s'appuyant sur cette circulation des objets, sur cette circulation des savoirs et des objets culturels, de réaliser des opérations qui permettent de créer de l'économie ou du pouvoir. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude d'aller acheter des baguettes de pain et je savais que pour des raisons économiques très simples, les artisans boulangers utilisaient un papier pelure très fin pour emballer les baguettes de pain et donc faire en sorte qu'on ne les salisse pas sans que ça coûte trop cher. Et au fond, c'est un objet purement technique qui sert uniquement à protéger, à assurer une certaine hygiène dans la transmission de la nourriture, et ça ne sert qu'à ça. À partir du moment où la communication investit cet objet, on peut transformer cet objet en média. Et donc, ce producteur de pain, Banette, transforme en fond ce support qui était un support purement technique en un support de message qui va avoir une vertu identitaire, une vertu de marque, d'affirmation de la marque, une vertu commerciale. Autrement dit, il transforme en média un objet qui était seulement un objet technique, et ce que nous vivons, c'est une transformation assez générale en média de ces objets techniques. Alors, ce phénomène, au fond, d'investissement, d'instrumentation, d'instrumentalisation, permet des processus de professionnalisation qui vont petit à petit, au fond, conduire à l'apparition de métiers. Et nous travaillons beaucoup au CELSA sur le développement des métiers. J'ai pu, en discutant avec les gens de Sciences Com, savoir, d'Audencia, de voir que c'était aussi une réflexion intéressante. C'est très important pour nous de voir comment nos savoirs sont instrumentalisés, par quels acteurs, comment ils interviennent dans la vie sociale. Et c'est vrai qu'au fond, on pourrait penser que le développement de la communication, c'est surtout, au fond, le perfectionnement des mêmes techniques. Et en fait, ce n'est pas le cas. En fait, chaque évolution dans l'univers professionnel correspond à une redéfinition de ce qu'est la communication. Il y a une relation permanente entre comprendre, au fond, ce qu'est la communication, lui donner une définition, privilégier un aspect de la communication et développer des métiers. Dans les années 70, on a développé la sémiologie publicitaire, c'est-à-dire qu'on a commencé à analyser, à s'intéresser à ce qu'était le message publicitaire, à proposer une analyse aussi fine de ces messages-là que celle qu'on pouvait faire des œuvres d'art ou de la littérature. Et donc, on a eu une période qui a été très centrée, en fait, sur cette analyse des messages, dans lequel le savoir, ce qu'on a appelé la sémiologie, le savoir sur les textes, le savoir sur les formes d'expression était très important. Et en même temps, le dialogue entre les spécialistes de l'analyse des signes et les créatifs qui créaient la publicité était au cœur du fonctionnement des agences. Ça s'inscrit dans une histoire, en fait, qui a transformé le message commercial. Et on voit très bien, quand on prend un peu de recul, que la réclame, telle qu'elle existait au début du XXe siècle, a donné place à la publicité, qui était un travail beaucoup plus fort sur les imaginaires et sur les formes et sur les signes. Et que petit à petit, cette publicité s'est ouverte aussi à ce qu'on pourrait appeler une métapublicité, parce que au fur et à mesure que les professionnels technicisaient la publicité, le public était de plus en plus conscient des techniques publicitaires, était capable de prendre une distance, d'avoir un recul, ce qui a donné à certains l'idée, au bout d'un certain temps, de se positionner aussi comme les gens qui prenaient au fond le contre-pied du discours publicitaire, qui se présentaient comme les auteurs d'un discours sincère, en fait ce discours étant présenté comme sincère au deuxième degré, simplement parce que les auteurs de ces messages étaient conscients du fait que le public avait pris une distance, avait compris qu'il existait des stratégies publicitaires et donc a décidé d'essayer de jouer avec ces éléments.
petit à petit, ces pratiques se sont perfectionnées et par exemple les techniques liées à l'analyse du contrat de lecture des titres de presse décalent un peu la question parce qu'au lieu de se centrer uniquement sur l'analyse des signes et leur propre pouvoir, c'est la relation établie avec un certain type de lectorat qui devient déterminante. Ce qui fait que les chercheurs qui travaillent sur ces questions, je passe sur les textes parce que je ne veux pas être trop long, mais soulignent l'importance de travailler à la fois sur l'analyse de ce qu'on peut trouver, par exemple, sur une couverture de magazine, et sur l'analyse de ce qu'on peut comprendre quand on discute avec les lecteurs, de ce qu'eux attendent. Au fond, le cœur du travail étant à ce moment-là dans l'acte de lecture, c'est-à-dire dans la relation qui s'établit entre une certaine communauté et un certain type de message, exactement comme je l'évoquais tout à l'heure pour le cas de « Je suis Charlie ». Et donc, dans un contexte comme celui-là, bien sûr, n'importe quel type de production, ici c'est la revue électronique des étudiants du CELSA et Feuillage, pourra être analysé d'une autre façon, comme un contrat, c'est-à-dire comme une proposition de relation entre un public et un titre de presse. Et vous voyez qu'au fond, c'est une redéfinition, c'est-à-dire que avant l'analyse sémiologique, on accorde peu d'importance à la forme et aux signes, puis on se centre sur les signes, et donc on va intervenir, on va dire que le professionnalisme, c'est de travailler sur les signes, et petit à petit, on travaille davantage sur la construction d'une relation et les conditions dans lesquelles cette relation peut s'établir. C'est une autre façon intellectuelle de concevoir la communication qui conduit aussi à des pratiques différentes, puisqu'on ne va pas diagnostiquer de la même façon les choses, mais c'est aussi un autre type de positionnement social et économique. Parce que, évidemment, si on travaille sur le contrat de lecture, c'est parce qu'on a identifié que le point essentiel, c'est la fidélisation du lectorat, et que donc on va moins travailler sur l'impact d'un message, comme on pouvait le faire dans la sémiologie classique, que d'essayer de réfléchir sur les conditions qui permettent de promettre aux entreprises de presse d'assurer un lien plus durable avec leur public. Alors, plus récemment, nous avons vu se développer de nouvelles techniques qui correspondent à de nouvelles professions parce que précisément d'autres dimensions de la communication ont été mises en œuvre, mises en avant, mises en exergue. Par exemple, la technique des éléments de langage qui s'est développée de façon considérable dans le monde de la communication politique et qui, plutôt que de travailler sur les techniques classiques de la rhétorique, telles que vous les avez vues très bien mises en œuvre tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité, l'éloquence, l'articulation, l'argumentation, la capacité à développer un discours, on va essayer de fabriquer des petites cellules qu'on va répéter. Donc là, on voit par exemple que quand l'ancien président décide de rentrer en politique, énormément de gens interviennent dans des endroits différents pour employer la même expression au-dessus de la mêlée, qui est le signe en fait de la convergence d'un discours sur le fait qu'il n'y a pas besoin de faire de primaire parce que finalement il y en a un qui est au-dessus des autres. Et donc vous voyez, cette technique par exemple de l'élément de langage correspond à une autre approche de la communication dans laquelle on a comme critère essentiel de favoriser la meilleure circulation possible des éléments récurrents. Une chose à laquelle nous devons accorder beaucoup d'importance aujourd'hui, c'est la montée des approches quantitatives de la communication, qui sont à la fois liées au développement de tous les dispositifs qui permettent de traiter les traces, de traiter les données, de faire des calculs statistiques, et en même temps, bien entendu, à une certaine conception de ce qu'est l'espace public sur l'Internet, dont le critère essentiel va être visibilité maximale, circulation maximale, audience maximale. Donc, certains acteurs comme Google développent des outils qui vont aussi avec des académies, des formations, des tutoriels sur la bonne façon de mesurer l'impact d'un site Internet. Et petit à petit, vous allez voir que les métiers qui sont liés à l'approche qualitative de ce qui fait le succès de la communication vont être remplacés petit à petit par des calculs statistiques et des éléments quantitatifs. Et petit à petit, de façon naturalisée, si nous n'y prenons pas garde, nous allons évaluer en permanence la qualité de notre communication uniquement aux chiffres de fréquentation, aux chiffres de statistiques
linguistiques qui vont se développer. Alors, si cet élément se développe, c'est pour des raisons techniques. C'est parce que ce que l'informatique sait le mieux faire, bien entendu, c'est calculer. Et c'est calculer des choses qui se récupèrent facilement, du genre nombre de connexions, nombre de visites. Et donc, bien entendu, la logique même de la technique nous pousse à privilégier cette dimension de la communication. Où sont les liens, qui visitent, combien il y a de visites, etc. Et vous savez que c'est le système, c'est la base même de l'algorithme de Google, au fond, de prendre comme critère la fréquence quantitative comme critère de qualité. Et donc cet élément est très important parce que lui aussi déplace, au fond, ceux qui se professionnalisent dans la communication. Et donc nous prenons l'habitude, au fond, de considérer par le biais du travail quantitatif ces éléments de pratique communicationnelle. Donc voilà un élément très important dans les véritables changements. Au fond, des médiations nouvelles qui nous conduisent à regarder autrement la communication, à mettre l'accent sur des éléments nouveaux. Un autre élément qui est essentiel, et bien sûr, c'est l'accessibilité. La Bibliothèque nationale de France a un fonds absolument considérable de textes originaux qui a été collecté au fil de la vie de cette institution, qui récupère un exemplaire de tous les livres, qui a racheté des livres anciens. Petit à petit, ce fonds a été organisé en une base de données, Gallica, sur laquelle on trouvait tous ces éléments. Depuis quelque temps, il existe une application. Et ce sur quoi nous devons réfléchir, c'est le mode d'accessibilité des objets culturels, puisque vous voyez qu'au fond, maintenant, nous pouvons, à partir de notre mobile, grâce à une application, donc aussi en passant par les industriels des applications, avoir accès à une gamme extrêmement étendue d'objets culturels. C'est une nouvelle forme d'éclectisme, d'une certaine façon, qui nous donne accès aux mêmes objets, mais qui leur donne un statut très différent, puisque ces objets sont maintenant sous la main. On voit dans les publicités qu'on peut les manipuler avec le doigt, en fait. Donc il y a une sorte de rapprochement qui se fait entre les gestes les plus ordinaires que nous avons lorsque nous utilisons un smartphone pour des pratiques ordinaires, du type envoyer un texto ou échanger avec un ami, et puis les gestes qui peuvent correspondre à la pratique culturelle, à l'accès aux différentes structures, et aussi le rassemblement sur un même support d'objets dont le statut et dont la valeur culturelle sont extrêmement différents. Donc cette forme nouvelle d'éclectisme que j'évoquais, qui donne une proximité particulière, mais qui remet en question ce que Walter Benjamin appelait l'aura, c'est-à-dire ce qui donne un certain type de statut, un certain type de distance, une certaine sacralité aux objets. Et donc vous voyez qu'on peut avoir les mêmes objets, mais ne pas avoir du tout la même expérience culturelle. Et donc je pense que ce qui change le plus, c'est la nature de l'expérience culturelle, ce sont les valeurs que nous associons à l'expérience culturelle. Il y a aussi le fait que quand on y regarde de près, on s'aperçoit que l'informatique elle crée des objets nouveaux, bien sûr, en permanence. Mais ce qu'elle sait très bien faire, surtout, c'est reconditionner des objets anciens. Ici, par exemple, on a vu la création d'un site qui comportait des bulletins de notes, mais sur lesquels, en fait, ce qui était proposé, c'était que les élèves notent leurs professeurs. Donc vous avez une reproduction à l'identique d'un objet qui vient d'une histoire culturelle très ancienne, le bulletin de notes, et qui va être renversé. Alors il y a d'autres codes, il y a le code de la route, il y a les smileys, mais disons que d'une façon générale, c'est surtout un format de bulletin de notes. Et si vous prenez cet objet comme une interface, effectivement, vous pouvez dire qu'il est réversible. C'est-à-dire, vous pouvez dire que finalement, puisque les profs notent les élèves, pourquoi les élèves ne noteraient pas les professeurs? Et donc, on va créer une interface qui peut fonctionner dans un sens comme dans l'autre. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Simplement, ce que je dis, c'est que par rapport à ce qu'est le bulletin de notes, vous avez dans la reproduction identique un changement très important, parce que le bulletin de notes appartient à une institution, l'école. Il repose sur un certain régime de savoir, donc il repose aussi sur la qualification du professeur comme détenteur de savoir, et il fonctionne à l'intérieur de l'institution scolaire avec un certain type de régime qui a été analysé, bien sûr, par les sociologues de l'éducation. Or ici, vous voyez qu'on arrive dans une logique tout à fait différente, puisque ce même format est
placés dans un contexte très différent. Et ça, je pense que c'est une des choses essentielles que le réseau apporte, c'est de prendre des formes, comme on l'a vu pour l'étoile tout à l'heure, de les déplacer et de les mettre dans des régimes de pratique extrêmement différents. Et on voit très bien que c'est différent pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est coupé de l'institution scolaire, et ensuite parce que c'est public pour l'ensemble des gens qui citent l'Internet. Donc la notation qui est produite par les élèves de leurs professeurs devient une sorte de dénonciation publique des acteurs de l'école dans un espace auquel il est fait appel comme un espace qui fonctionne comme une contre-institution, le réseau Internet contre l'école. Et donc, vous voyez, ceci est très important parce qu'on voit très bien qu'un des éléments les plus importants, c'est cette conservation, cette reprise, ce conditionnement. On peut dire, si vous voulez, la gadgetisation d'un certain nombre d'objets qui sont liés chacun à un type d'histoire et qui prennent une signification différente. Dans ce contexte, la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, pour ne pas être trop long, c'est que l'écriture ne disparaît pas. Les signes de notre culture, la création médiatique ne disparaissent pas. Au contraire, ils prennent une importance absolument essentielle. C'est-à-dire que tous ces dispositifs, bien sûr, reposent sur le calcul, reposent sur le traitement automatique des traces. Beaucoup de ces dispositifs fonctionnent à notre insu, sont invisibles, prélèvent des informations sur nous sans que nous en ayons conscience. Mais ils ne fonctionnent que parce qu'à un moment, ils se traduisent en des écritures, en des images, en des représentations. Par exemple, le traitement de données, la fascination que les gens ont aujourd'hui sur le traitement quantitatif des données, ce qu'on appelle parfois la data, l'utilisation des données, en fait, ne prend signification qu'une fois visualisée, c'est-à-dire traduit en des graphiques, traduit en des chiffres, traduit en des éléments qui nous donnent des représentations du monde. Et de la même façon, les objets que nous échangeons ont besoin de devenir des photographies, de devenir des textes, de devenir des signatures, de devenir des messages pour circuler dans la société. Alors, il est vrai que tout le numérique permet de plus en plus de traitements qui se passent à l'insu des gens, c'est-à-dire qu'on a vu de plus en plus les signes prélevés sans que nous en soyons conscients, des signes qui sont par exemple tirés de nos déplacements, de nos gestes, sans que nous ayons forcément conscience de cela. Et donc ce qu'on appelle l'Internet des objets montre très bien qu'il peut y avoir de longues chaînes au fond de traitements, de traces que nous ne pouvons pas voir, que nous ne constituons pas en signes, mais qui vont pouvoir être utilisés comme signes et bien entendu rentabilisés dans une économie de l'attention, dans une économie de la connaissance, de la consommation et du marché. Mais au bout du compte, tout ça n'est vivant que parce qu'il y a à un moment des objets qui prennent sens, qui deviennent des images, qui deviennent des mots, qui deviennent des idées pour des hommes en tant qu'individus et pour des hommes en tant que société. C'est très intéressant je finirai avec 3 exemples qui peuvent illustrer ça. Vous savez qu'il y a eu toute une polémique sur le fait qu'on laisse énormément de traces sur les réseaux sociaux, et on peut dire qu'il y a une sorte de récit halluciné et très angoissé sur ce qui pourrait arriver avec toutes ces traces que nous laissons sur les réseaux sociaux. Donc certains acteurs comme Snapchat se sont dit que ça pouvait être un bon créneau de positionnement d'annoncer la disparition des objets et donc de créer un dispositif dans lequel les objets disparaissent au fur et à mesure qu'ils sont consultés, en fait, puisque finalement, comme ça, on peut jouer en fait dans la concurrence entre les acteurs en disant « moi, je ne laisse pas des traces partout, je détruis les traces ». Or, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est détruit, en fait, c'est l'image présente sur l'écran des photographies. Ce qui est présent dans les inscriptions du code, ça reste dans les inscriptions du code. Mais c'est très intéressant parce que l'usager peut avoir l'impression, en fait, que la photographie a véritablement disparu parce qu'il a vu disparaître l'image de la photographie sur son écran. Et on peut s'angosser en disant voilà, c'est naïf. En réalité, à l'intérieur du code, il y a toutes les données, elles sont dûment vendues, elles font partie d'une économie des échanges sur les données personnelles. Oui, bien sûr, mais en réalité, ce qui fonctionne, c'est aussi ce que les gens imaginent. Et les gens imaginent que cette photographie qui est sur l'écran, elle existe véritablement et que quand elle disparaît, c'est un peu comme si une photographie avait été détruite.
Alors, tous ces jeux du visible et de l'invisible permettent en permanence une circulation entre le code, qui est invisible, et la communication sociale, la façon dont nous-mêmes nous reconnaissons, puisque finalement, nous ne fonctionnons qu'avec ce que nous pouvons reconnaître à partir de notre histoire. C'est ainsi que, par exemple, on va pouvoir fabriquer des trompe-l'œil et créer automatiquement des messages qui nous apparaissent comme un message envoyé par un ami, alors qu'en réalité, ils ont été automatiquement engendrés par des dispositifs techniques. Alors on pourrait penser qu'au bout du compte, la fin de tout ça, ça va être un monde entièrement donné au code, donné à la trace, donné au traçage, au traquage, avec ces calculs. Mais il ne faut pas oublier quand même que dans ce domaine, alors ici vous connaissez mieux l'économie que moi, mais vous savez qu'il n'y a pas de valeur d'échange sans valeur d'usage, et que donc s'il n'y a pas quelque chose d'humain qui circule là-dedans, il y a fort peu de chances qu'on puisse produire de la valeur. Alors la preuve dernière qu'on peut en donner, c'est la façon dont les industriels se trouvent eux-mêmes en difficulté avec ce qu'ils ont engendré. Parce qu'au fond, avec tout ce travail de transmutation des signes et de trompe-l'œil qui est rendu possible par ce réseau, on peut, passez-moi l'expression, faire passer des vessies pour des lanternes, ou en tout cas faire passer des opérations automatiques pour des actes humains et nous donner l'impression que nous avons affaire à des humains lorsque nous sommes devant des automates. Mais ça marche tellement bien que les industriels peuvent être victimes de cela. C'est-à-dire que, parce qu'eux, ils ont absolument besoin d'être sûrs que ceux auxquels ils sont confrontés, ce sont véritablement des humains, parce qu'ils veulent faire passer des idées, ils veulent faire passer des discours, ils veulent réaliser des transactions marchandes, ils veulent trouver des consommateurs. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des tests pour prendre au piège les machines. C'est-à-dire qu'ils demandent aux machines de faire quelque chose qu'elles ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, une machine ? Elle ne peut pas lire. Elle peut transcrire des signes, mais elle ne peut pas lire l'image du texte. Alors, c'est comme ça que vous avez vu apparaître petit à petit ces tests. Ce sont des tests de Turing. Normalement, le test de Turing sert à savoir si une machine est capable de se faire passer pour un homme. Mais on peut l'utiliser pour disqualifier la machine. Donc, on fait faire à la machine quelque chose qu'elle ne sait pas faire pour être sûr que ce n'est pas une machine qui se trouve au bout du réseau. Et vous avez vu sans doute qu'il y a une bataille permanente maintenant pour sophistiquer de plus en plus ces objets. On va aller chercher la typographie, on va aller chercher le graphisme, on va aller chercher l'utilisation de l'espace. C'est-à-dire en fait tout ce qui fait la dimension sensible, vivante, visuelle, formelle de l'écriture en tant que pratique humaine. Et bien entendu, plus on repoussera dans cette direction, plus on sera capable de disqualifier la machine, parce qu'au bout du compte, les industriels aussi ont besoin de savoir qu'au bout de toutes ces chaînes automatiques, ce sont des hommes qui se situent. Alors, bien sûr, toutes ces réalités entraînent avant tout des modifications, moins dans les objets que dans la pratique que nous avons des objets, et aussi, évidemment, dans les acteurs, dans les rapports qui s'établissent entre ces différents acteurs, ceux qui sont des spécialistes de la culture, ceux qui sont des spécialistes de la politique, ceux dont le métier est de créer des médias, et ceux, et finalement, dont la compétence principale est de créer ces dispositifs qui nous permettent d'échanger. Au bout du compte, peut-être qu'un jour, au fond, les musées devront faire un effort pour se rendre légitimes vis-à-vis de Facebook. Merci beaucoup Yves Jeanneret pour cette présentation. Alors moi ce que je retiens surtout c'est l'interaction permanente entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire que le contenant lui-même est une partie du contenu. Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, l'idée essentielle, c'est la notion de dispositif de représentation. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, devant une carte qui vous représente le monde ou devant une représentation de l'Internet, c'est à la fois un contenu et une posture. Parce que, par exemple, si vous êtes devant la carte, vous surplombez le monde, vous le voyez d'en haut, et vous avez une certaine vision des choses. Donc c'est vrai que la forme que prennent nos activités, en fait, est en elle-même un contenu. De la même façon, quand on passe du portrait-carte à la plateforme comme Facebook, il va y avoir toute une façon de se décrire, une façon de définir,
de réaliser son propre profil. Et la structure de ce profil est en elle-même un discours, en fait, sur ce que c'est aujourd'hui qu'un individu, de quoi il peut parler, la façon qu'il a de se décrire. Alors, ce n'est pas nouveau, je pense que ça a été le cas dans tous les médias, mais c'est quelque chose qui a été particulièrement développé et affiné par justement ces acteurs particuliers de l'Internet qui s'emploient avant tout à fabriquer les outils à travers lesquels nous nous exprimons. Merci. Alors pour prolonger les réflexions, on a ici 2 étudiants qui ont pris beaucoup de notes pendant votre présentation et qui donc vous posez des questions. Il s'agit de Jean et de François. Et puis ensuite on passera bien sûr aux questions de la salle. Donc là il suffira simplement pour vous de vous manifester et on vous tendra le micro. Alors Jean, François qui commence. Jean ? Je vais commencer. Donc moi j'aimerais bien revenir sur le moment où vous avez parlé de Charlie, donc, et notamment de la phrase « je suis Charlie », donc qui est revenu, le signe. Mais finalement, vous, par rapport à ce signe qui est à la fois centralisateur, puisque finalement toutes les réactions ont convergé vers ce signe, mais qui en même temps, effectivement, peut être interprété différemment, vous, finalement, vous le trouvez ça plutôt effectivement réducteur et d'ailleurs peut-être dangereux, puisque c'est aussi ce signe « je suis Charlie » qui a peut-être provoqué finalement les réactions très fortes dans le Moyen-Orient, dans les pays musulmans, puisque si on est Charlie, on peut être aussi un caricaturiste et peut-être pour certains irrespectueux de leur religion. Et donc finalement, est-ce que c'est pour vous réducteur ou alors justement créateur, comme Platon aurait pu le dire, finalement, de différents points de vue par rapport à un écrit qui est vu par plusieurs personnes différentes ? Alors évidemment, ma réponse va peut-être vous décevoir parce que évidemment ma réponse ce serait de dire les deux à la fois, c'est-à-dire que en fait ce signe doit une partie de sa force. Alors c'est très difficile d'expliquer parce que je pense qu'on n'a pas fini de faire des analyses, d'essayer de comprendre exactement. Les gens ont vécu de façon différente tout ça, mais c'est certain, c'est qu'on pourrait dire que c'est un message minimal qui repose sur une identification. C'est-à-dire que le principe, et cette identification, c'est pas la première fois qu'on la trouve en situation de drame. Vous vous souvenez qu'elle dit Ich bin ein Berliner, et puis en 2001 aussi, nous sommes tous américains. Donc ce processus d'identification est une façon d'exprimer une émotion très importante dans une situation dont la violence et dont le drame est un peu indicible, en fait, parce que les gens sont frappés par quelque chose d'absolument tragique. Et donc, ce minimalisme de l'expression permet aussi toute la richesse de ce qui va s'exprimer autour. Mais elle a comme conséquence, évidemment, de placer sous un certain regard ce qui va se passer ensuite, et donc d'orienter la façon dont la question de la démocratie, la question du journalisme va être posée. C'est très intéressant de se dire, parce qu'au CELSA, nous avons une école de journalisme, par exemple. Et on voit très bien que beaucoup des chercheurs du CELSA, des étudiants du CELSA n'avaient aucun problème pour exprimer « je suis Charlie ». Pour eux, c'était une façon poétique, en quelque sorte, d'exprimer leur émotion et leur solidarité. Pour les journalistes, c'était très compliqué. Le type qui fait du journalisme d'investigation, d'analyse, etc., il a du mal à dire « je suis Charlie ». Parce qu'il est journaliste, mais il ne conçoit pas le journalisme comme Charlie Hebdo. Donc ici, on voit que finalement, ça conduit à un enrichissement des échanges, mais aussi, ça va conditionner de façon très forte ce qui pourra se poser derrière, et donc aussi les malentendus, les tensions et les conflits qui peuvent se vivre derrière. Moi, j'aurais voulu revenir donc, sur... vous avez mis l'accent sur la sémantique, notamment dans la publicité, et du fait que le spectateur, justement, avait appris, via la modification des formes de communication, à décrypter les publicités. J'aurais voulu savoir si, aujourd'hui, on retombe pas dans une forme d'infantilisation du spectateur, par le fait qu'il serait justement noyé dans l'information. Aujourd'hui, on est de plus en plus en contact avec l'information de manière constante, Facebook, Twitter, Snapchat, n'importe quoi. On pourrait donner plein d'autres exemples. Est-ce que finalement, est-ce qu'on se rend encore aussi bien compte du sens des publicités, des informations qui sont portées par ces divers médias de communication, ces divers médias.
Alors ça, c'est une question profonde et complexe. La première chose que je dirais, c'est que la culture critique sur la publicité, je pense... Alors là, ici, à Audencia, je pense qu'il y a des collègues qui doivent avoir des idées précises là-dessus. Je pense qu'elle reste assez vivace. Mais disons que le fait d'avoir un regard critique sur un régime médiatique ne signifie pas forcément la lucidité. Si on prend une comparaison avec le politique, c'est peut-être encore plus évident. Il y a un rejet assez général du politique qui repose beaucoup sur l'idée que les politiques parlent une langue de bois, qu'ils ont beaucoup utilisé une rhétorique à laquelle on ne peut pas croire. Mais au fond, cette espèce de suspicion générale vis-à-vis du discours politique ou du discours publicitaire ne signifie pas forcément une lucidité, parce que celui qui refuse tout n'est pas forcément plus lucide que celui qui gobe tout, d'une certaine façon. Donc il y a certainement, de ce point de vue-là, un besoin de lucidité très important aujourd'hui. Et c'est certain que l'aisance avec laquelle nous accédons à différentes informations ne nous aide pas à garder une distance critique vis-à-vis de ces objets. En fait, on dit souvent que le développement de tous ces outils rend beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé, beaucoup plus accessible la culture. Et je pense qu'en fait, ils exigent d'autant plus de distance critique, de capacité à qualifier les choses, parce que finalement, les contenus sont tous mélangés, ils sont peu marqués, ils disposent de très peu d'éléments d'identification. Et donc, c'est vrai que les enquêtes montrent, par exemple, une très grande inégalité dans la capacité des gens à voir à quoi ils sont confrontés. Il existe pas mal d'enquêtes d'autoconfrontation, donc des gens qui visitent des sites Internet, qui en parlent, etc., et on discute. Ça s'est fait un peu dans tous les milieux. Ça a été beaucoup fait avec les étudiants en début de formation, par exemple, en première année de licence, etc., et on s'aperçoit qu'il y a, de ce point de vue-là, de très grandes différences. Il y a des gens qui sont très, très capables de caractériser à quoi ils ont affaire, qui ont des comportements distinctifs en expliquant pourquoi ils accordent crédit à certaines sources et pas à d'autres. Et puis il y en a d'autres dont on voit très bien qu'ils ne font pas de différence entre les différentes sources. Et parfois, ils se trompent assez lourdement. Je me souviens d'une enquête où il y avait des études sur des sites relatifs à l'agriculture génétique et des choses comme ça, et dans lesquels, enfin, un des usagers avait caractérisé le site de Monsanto comme le site étant le plus objectif parce que le plus sérieux sur le plan scientifique. Donc ça veut dire que... Alors en fait, ça tient à la fois à la profusion de l'information, comme vous le dites, mais aussi à la disparition sur l'Internet des marques qui permettent de distinguer les différents objets. C'est vrai que dans la culture de l'imprimé, nous avions l'habitude aussi qu'il y ait un lien entre le type de support, le type d'édition, le type d'objet et le type de discours. Et en fait, maintenant, notamment avec le développement de tous les outils communs, qui sont soit des CMS pour fabriquer des sites, soit des plateformes, tout le monde se retrouve dans le même habillage, au fond, graphique. Et donc, le repérage des indices qui permettent de distinguer les savoirs sont très importants. Mais il y a un autre élément qui me semble très important, c'est que, alors peut-être, je me trompe peut-être, je crois que nous sommes à un tournant du point de vue de l'efficacité des logiciels de traitement automatique des contenus. Parce que, en fait, ce qui a triomphé très puissamment depuis une dizaine d'années, c'est tous les traitements statistiques. Et le traitement statistique repose sur l'idée suivante. Un acteur comme Google, par exemple, il ne fait pas de travail d'analyse des sites, aucun travail d'analyse des sites, mais il fait confiance à l'ensemble des gens pour être capable de juger, en fait. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, je parlais tout à l'heure de l'évolution de la professionnalisation, ça conduit à faire disparaître énormément de postes de documentalistes au bénéfice de postes de statisticiens, puisque l'idée, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous, en tant qu'usager, devient le producteur, au fond, d'une certaine qualification documentaire, qui, de l'un à l'autre d'entre nous, est relativement médiocre, mais qui, une fois ramené au grand nombre, apporte une certaine qualité. Et le problème, c'est que ce phénomène trouve ses limites dans le fait que l'Internet va de plus en plus boucler la trace. Et donc, plus quelque chose a été préconisé, plus il sera de nouveau préconisé.
Et ça, c'est un élément qui est très important parce que, par exemple, vous allez voir remonter un site dans les réponses du moteur de recherche parce qu'il a été beaucoup choisi. Puis, comme il est remonté, il va être systématiquement beaucoup choisi. Et comme il est à nouveau beaucoup choisi, il va remonter encore. Et au bout du compte, on va se retrouver bouclé sur un nombre de savoirs extrêmement limité. Et au fond, c'est un peu la limite de ce type d'algorithmique, parce que le fait de faire confiance au nombre des gens pour trouver de la qualité, ça marche jusqu'à un certain seuil, où la statistique devient tellement puissante que la seule information donnée par Google, c'est juste la puissance statistique de Google. Donc Wikipédia est remonté, puis comme il est remonté, il remonte encore. Et en fait, le fait qu'il soit en tête, c'est juste la preuve qu'il a toujours été en tête, puisque le logiciel est un logiciel d'algorithmique statistique. Alors ça, je pense que ça conduira aussi à un problème de discernement important. Et comment pour vous une culture qui est parfois discrète et une réflexion qui est parfois profonde peut passer avec des outils comme ça qui au fond, eux, cherchent le buzz. Voilà, on entend des phrases comme celle de Pierre Gattaz, puisqu'on avait le MEDEF la dernière fois, qui sort des phrases très accrocheuses et aussi peut-être très agressives envers tout un tas de personnes, mais en même temps donc, qui vont paraître partout, puisque agressives. Comment, dans cet univers, faire passer des réflexions qui finalement vont être moins accrocheuses, mais peut-être plus profondes, et une culture. Alors, modifier les algorithmes. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs internets, c'est-à-dire qu'on trouve aussi sur Internet beaucoup de choses qui sont des choses très subtiles, très importantes, des gens qui sont très engagés dans des activités culturelles, qui travaillent sur des éditions de textes, qui sont engagés dans des actions militantes, qui réalisent, je ne sais pas, de la poésie expérimentale, qui travaillent sur les animations dans les quartiers. Enfin, il y a énormément de choses de très très grande qualité qui passent sur Internet, mais ça ne fait pas partie de ce qui devient le plus visible. Donc c'est important de le dire, c'est aussi un outil qui est approprié par beaucoup d'objets, par beaucoup d'acteurs pour faire des choses extrêmement intéressantes, de grande qualité, avec des vrais engagements. Mais c'est vrai que le critère principal est un critère de visibilité. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme si on avait voulu projeter sur un réseau qui a essentiellement comme fonction de permettre des interactions entre des individus, un critère qui est le critère des médias de masse. Il y a une sorte d'illusion fantasmatique qui est que, par le biais d'Internet, chacun pourrait devenir une star, en fait. Et évidemment, il y a des outils qui permettent de mesurer ça. Et donc d'être fasciné par la visibilité, par la présence, par le buzz, par la circulation, qui se trouve être aussi ce qu'il y a de plus facile à mesurer. Alors, je pense que ça a toujours été une logique importante dans les médias. Je crois qu'il faut dire que c'est amplifié, en fait, cette concentration sur des messages en ambiguïté. D'ailleurs, il y a un certain nombre de... Moi, je ne fais pas d'études, vous avez compris, je fais surtout des études qualitatives, sémiologiques, ethnologiques, mais il y a des études quantitatives aussi qui ont été faites là-dessus et qui, par exemple, essayent de voir quel est le degré de diversité des choses sur Internet. Et en fait, le degré de diversité est très faible. C'est-à-dire que la très grande majorité des sites répètent toujours la même chose. Et ce qu'ils répètent, c'est en général ce qui se trouvait soit dans les agences de presse, soit sur les grands médias. C'est-à-dire qu'il y a un taux de redondance extrêmement important. Il faut bien distinguer de ce point de vue-là sur l'Internet les énonciateurs et les contenus. Les gens sont de plus en plus différents. Il y a de plus en plus de gens différents qui accèdent à l'expression, mais ils répètent de plus en plus tous la même chose, en fait. Pour l'essentiel, ils reprennent des choses qu'ils ont déjà trouvées ailleurs et qui se trouvent être essentiellement ce qui a circulé dans les grands médias. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Mais je pense que c'est parce que le critère majeur est le critère de la visibilité, l'idée en fait, de pouvoir avoir une visibilité, une présence médiatique très large comme on peut l'avoir quand on passe à la télévision. Et ça me permet de dire une chose aussi. Alors, évidemment, les chercheurs ne savent pas donner des conseils, c'est très difficile, mais je pense que dans les institutions, il y a une pression aussi. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, quelles que soient les institutions, qu'elles soient économiques, commerciales, politiques, culturelles, associatives, il y a une tendance à vouloir toujours mesurer l'efficacité d'une politique de communication par des données quantitatives.
Et donc faire en sorte d'avoir comme critère que les choses circulent le plus possible, soient reprises le plus possible. Et je pense que ça aussi, il y aura un retour là-dessus, parce que évidemment, si on veut que tout circule au maximum, on va mettre n'importe quoi de manière à assurer la majeure circulation. Et vous savez très bien que dans ces cas-là, on porte atteinte à la cohérence de l'image, à son identification, à la capacité de différenciation des objets. À méditer. Merci Yves Jeanneret. Alors je vous propose qu'on passe aux questions de la salle. Donc voilà, il suffit de lever la main. Alors donc on a un jeune homme ici au 4e rang devant qui lève la main. Est-ce qu'on peut lui faire passer un micro? Voilà, juste devant ici. Merci. Bonsoir. Écoutez, moi j'avais une question. Je voulais revenir sur la notion de message minimal dont vous parliez tout à l'heure, puisque si les outils techniques ont deux caractéristiques principales, c'est celle de l'instantanéité et celle de la masse d'informations, de la masse de messages, de la masse de contacts. Donc moi, ça m'interpellait en fait sur le fait que on avait, en tout cas, j'en ai l'impression, tendance à assister à une disparition du fond. Dans le sens, ce qui ne compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est plutôt comment on va le dire ou éventuellement quand on va le dire. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure de Je suis Charlie, la question n'était pas de débattre des attentats, d'afficher sa solidarité, de discuter des différents aspects de cet événement. C'était plutôt d'être Charlie ou de ne pas être Charlie. À tel point que même les gens qui voulaient se dissocier du message général, comme Dieudonné par exemple, ou Jean-Marie Le Pen, ironisaient en reprenant ce message en disant « je suis Charlie Martel » ou « je suis Charlie Koulibaly ». Alors, finalement, voilà, comment aujourd'hui on se positionne avec ça? Et vous qui avez un parcours plutôt classique, voilà, centré autour, on peut penser autour du fond, autour de la qualité, comment vous jugez ça aujourd'hui? Alors, j'aurais tendance à partir sans réductionnisme d'un raisonnement économique qui me semble quand même important, c'est que quand le Web 2.0 est arrivé, quand l'idée d'une écriture participative sur Internet s'est développée, la forme qui avait été initialement adoptée, c'était le blog. Et le blog, c'était une publication exigeante, c'est-à-dire quelqu'un tenait un blog, écrivait régulièrement, faisait des textes, tenait un journal. D'ailleurs, c'est pareil, hein, il y a des productions extraordinaires en forme de blog, il y a des écrivains qui tiennent des blogs. Et en fait, cette activité, il y a eu une sorte d'enthousiasme, et il y a beaucoup de gens qui ont commencé des blogs et qui les ont arrêtés assez vite. Et en fait, le constat, assez vite, ça a été de dire qu'il ne pourrait pas y avoir une pratique de masse d'une expression avec un contenu fort, avec une forte textualité, avec une écriture, parce que ça demande à la fois une persévérance dans l'écriture, c'est une temporalité particulière qui demande d'y consacrer du temps, et puis, bon, je ne sais pas s'il faut dire du talent, ça demande d'avoir quelque chose à écrire, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Et il est certain que dans la mesure où l'économie essentielle, on en revient tout à l'heure, ne repose pas sur l'achat par les usagers des produits, mais sur la vente des usagers aux annonceurs, il était très important de faire beaucoup de production. Et donc, la technique qui permet de faire beaucoup de production, c'est de donner des formes d'expression préfigurées, préformatées, qui demandent un effort minimal pour produire en fait des énoncés. Parce qu'au bout du compte, quand on veut vendre des données personnelles, quand on veut réaliser des savoirs de marketing, quand on veut permettre de faire des relations qui conduisent à des échanges marchands, on n'a pas besoin de la qualité des textes, on a besoin de recueillir de l'information sur les goûts des gens, leurs pratiques, leurs formes de consommation. Donc on a vu se mettre en place des plateformes qui reposent systématiquement sur des gestes minimaux. Des gestes qui demandent peu d'efforts, qui sont largement préformatés, mais qui permettent aussi d'exprimer énormément de choses différentes et qui peuvent d'ailleurs être sur le plan humain très riches. Parce qu'on peut, avec des formes très pauvres, développer des échanges humains très riches. Mais les formes restent pauvres.
Et donc, il y a une logique de cet ordre-là qui s'est mise en place et qui me semble maintenant... on peut envisager difficilement un retour en arrière. Donc, le texte a un peu disparu en tant que forme articulée au bénéfice d'organisations qui sont liées à des fragments d'énonciation très brefs. Et dans ce contexte-là, je pense que l'analyse que vous faites est une analyse assez juste. Ça ne veut pas dire que les gens qui communiquent avec ces objets-là n'ont pas des idées, n'échangent pas des idées, n'ont pas une réflexion, mais ça veut dire que ce qu'il reste comme trace est toujours quelque chose d'extrêmement ponctuel, fait dans l'immédiat et lié à des relations immédiates. Alors dans un contexte comme celui-là, c'est certain que ça joue. L'autre aspect, évidemment, c'est la très forte individualisation. Parce qu'au fond, ce qui caractérise aussi les médias informatisés, c'est le fait d'avoir à la fois une très grande industrialisation des formes, donc une standardisation des formes, des formes de plus en plus standardisées, et une très grande individualisation des phénomènes. Donc, et ça, on le voit vraiment, si on prend un recul sur une trentaine d'années, on voit petit à petit les formes se standardiser de plus en plus, se miniaturiser, se standardiser, et on voit aussi les pratiques se diversifier parce que les gens sont de plus en plus nombreux à utiliser les outils, et ils en font des choses extrêmement différentes. Alors, dans ce processus-là, c'est sûr que l'expression est toujours individuelle. C'est toujours un individu qui dit « je suis Charlie ». Vous voyez, par exemple, ce phénomène est très intéressant parce qu'il entraîne, et je ne porte pas un jugement, hein, soyons bien d'accord, j'essaye de définir des formes sociales. Il permet une expression extrêmement massive, mais qui a été réalisée individuellement par chacun, parce que c'est chacun qui s'est déclaré Charlie, qui éventuellement a mis Charlie sur la photo de son profil, etc. Et donc, ce sont des formes de communication qui sont très différentes de celles qui ont été organisées quand, par exemple, les gens décidaient collectivement de rédiger ensemble un texte ou de signer ensemble un texte. Le jeu est immédiatement présent. Donc ça, ce sont des réalités qui, à mon avis, jouent un rôle important. Merci. Une autre question ? Oui, juste derrière. J'ajoute un petit mot avant de donner la parole, si vous voulez. C'est pas forcément une fatalité de l'informatique en tant que technique. Parce que quand on regarde Wikipédia, alors on peut faire tout un tas d'analyses sur Wikipédia. Mon livre commence par une analyse du fonctionnement de Wikipédia. Il y a toute une conception de la culture, mais on voit très bien que c'est un outil qui, par exemple, est orienté vers la production de contenu et vers l'échange de contenu. Il y a aussi des manières d'utiliser ces outils qui vont du côté de la médiation de savoir, de l'échange de contenu. Simplement, aujourd'hui, l'économie dominante dans le web privilégie en fait les formes qui permettent l'expression la plus directe et la plus économique, parce que c'est ce qui permet de faire le plus de flux de données. Bonjour, Tariq, ancien publicitaire. J'avais une question qui était plus liée à l'avenir justement de la communication. Et c'est sans rappeler l'historique au préalable. Si on revient dans l'histoire, on sait très bien qu'il y avait une place très forte du langage du merveilleux, qui a été ensuite abandonnée entre guillemets par le développement de l'imprimerie, et qui aujourd'hui irrémédiablement revient très fort. Finalement, on est beaucoup plus dans une société de la distraction, donc du sensationnel, et c'est un peu ce que fait les relations publiques. Et on se rend compte que les agences de publicité, aujourd'hui, pour créer le buzz, ont besoin des relations publiques. Et pour diffuser leur message, forcément, ils doivent envoyer des press kits qui sont assez sensationnels pour parler d'une opération. Alors, aujourd'hui, la question, c'est vraiment de se demander, finalement, dans cette nouvelle phase, on a eu un lien entre pouvoir et influence qui s'est développé dans le sens où l'individualisation, le narcissisme de cette nouvelle société assez libérale nous a permis d'industrialiser, par exemple, une culture à travers des totems ou des objets. Et aujourd'hui, on revient encore à l'objet, parce que finalement, Internet revient avec les objets connectés. Et la question, c'est vraiment de savoir, est-ce que la place de l'individu et donc son influence dans la sphère de pouvoir globale va amener aujourd'hui les décideurs du coup, à laisser leur pouvoir et leur influence à ces masses-là aujourd'hui qui
qui se distinguent par leurs choix qui sont statistiquement très orientés. Alors, je ne sais pas répondre à cette question parce qu'on a vu tellement de surprises dans l'évolution de l'histoire que c'est très difficile de prévoir les événements. C'est vrai que nous, on observe l'évolution des écritures informatiques depuis une trentaine d'années et il y a eu un nombre de changements extrêmement importants avec ce que nous on appelle des prédilections très très différentes qui se sont succédées. Vous savez, par exemple, au fil des années 90, on avait tout un travail très important sur ce qu'on appelait les écritures multimédia, le travail sur le graphisme, la recherche, l'annonce au fond d'une forme d'expression mêlant l'image et le texte, nouvelles écritures médiatiques, nouvelles inventions très poétiques qui nous ramenaient d'une certaine façon au rapport entre l'image et le texte dans le manuscrit avant l'imprimerie. Et puis vous avez vu que dans le début des années 2000, le texte au kilomètre est revenu massivement parce que l'idée c'était surtout de permettre les échanges dans le web social et donc c'était essentiellement du texte. Après on a vu arriver d'autres formes, donc c'est très difficile de savoir. Ce qui me semble en tout cas important, c'est qu'il y a une interaction entre la façon dont les dispositifs se produisent et les imaginaires politiques qui fonctionnent. Et en fait, nous sommes dans un imaginaire politique de l'horizontalité. Aujourd'hui, c'est très clair. Il suffit de regarder pour voir que dans les discours politiques qui circulent le plus, toute forme de verticalité est considérée comme négative. L'échange doit se faire entre égaux. Il doit y avoir ensemble une coproduction des savoirs, des pouvoirs par les citoyens. Toute personne disposant d'un statut intellectuel plus élevé qu'un autre, d'un pouvoir institutionnel plus élevé, d'une responsabilité plus élevée, est contestée par un imaginaire de la production du monde par, au fond, l'échange horizontal entre tous les citoyens. Et je pense que cette logique-là pèse très fort sur tous les discours de la communication. C'est assez fascinant de voir, par exemple, comment beaucoup de discours des marques se présentent comme une conversation dans une sorte de dénégation, c'est-à-dire un peu comme si les marques n'avaient plus de stratégie, n'avaient plus d'influence, mais voulaient juste participer à un dialogue social, n'étaient rien d'autre que des intermédiaires, des animateurs de débat. Et c'est vrai que pour nous, en tant qu'analystes, ça nous laisse extrêmement perplexes parce que, évidemment, c'est très difficile de croire à ce discours selon lequel les marques ne seraient rien d'autre que des acteurs parmi d'autres, ce seraient les consommateurs qui décideraient tout. Et c'est vrai que quand on analyse ce qui se passe sur les sites, on voit très bien qu'il existe d'autres modes d'intervention. Mais moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est-à-dire une axiologie qui conduit de plus en plus à définir certaines valeurs politiques et qui sont de plus en plus difficiles à incarner pour les acteurs économiques, comme d'ailleurs pour les acteurs politiques qui prétendent à un titre ou à un autre diffuser un savoir, défendre une idée, exercer une influence, dans la mesure où il y a comme ça qui traîne dans l'arrière-plan du politique cette idée que tout phénomène d'influence ou d'intervention est marqué par une certaine négativité, quoi. Donc ça, c'est un point qui me semble relativement important. J'attends de voir un peu comment les choses évolueront de ce point de vue-là. Merci. Alors, peut-être une dernière question. La demoiselle qui est à gauche, puisqu'on a... Voilà. Merci. Merci. Je voudrais revenir sur la notion de transparence dont vous nous avez parlé au début comme idéal de communication pour savoir, à l'image de la publicité que nous avons vue tout à l'heure sur de la BNP, avec ce banquier qui dit nous voulons votre argent. Et je voulais savoir si dans un contexte de crise, finalement, si une entreprise doit faire preuve de sincérité ou de transparence et savoir si l'un entraîne l'autre ou non et si l'un va avec l'autre ou non. Alors, j'aurais tendance à distinguer le thème de la transparence de celui de la sincérité, parce que le thème de la transparence, tel que je l'évoquais, c'est surtout une sorte de masquage du travail des médias.
C'est-à-dire que, au fond, c'est une définition de l'information qui s'est peu à peu imposée, qui n'était pas du tout, par exemple, celle qui prédominait dans la première moitié du XXe siècle, et dans lequel on se donne comme critère d'un bon travail médiatique un accès direct à la réalité le plus dépouillé possible, dans lequel le journaliste intervient le moins possible, dans lequel le média intervient le moins possible. Alors, il y a des auteurs américains assez connus, Bolter et Gozin, qui ont écrit un bouquin en 1999 qui s'appelle Remediation, dans lequel ils disent que paradoxalement, l'histoire des médias est marquée à la fois par une hypermédiation et par une immédiation. C'est-à-dire cette volonté de développer des dispositifs qui, de plus en plus, poursuivent l'idée d'arriver à avoir une transparence, c'est-à-dire en fait de pouvoir accéder directement au réel comme si le média n'intervenait pas. Alors ça, c'est la thématique de la transparence. Celle de la sincérité, elle me semble liée justement à l'échange de savoir entre les énonciateurs médiatiques et leur public. C'est-à-dire que si on prend cette publicité-là de 73 de la BNP, elle intervient dans un contexte dans lequel les auteurs de cette publicité ont fait le diagnostic qu'il y a une méfiance croissante de la part du public vis-à-vis des messages publicitaires parce qu'ils perçoivent de plus en plus la sophistication des stratégies publicitaires. Donc il y a au deuxième degré l'idée de se positionner en disant « nous, on est sincères ». Donc on vous dit carrément « votre argent nous intéresse ». Donc il y a la production, on pourrait dire, de certaines conditions de la confiance. Essayer de restaurer la confiance à travers une volonté de sortir d'une certaine rhétorique. Mais c'est encore une rhétorique. Donc c'est très difficile de répondre à votre question parce que qu'est-ce qui fait que les gens vont vraiment avoir confiance ? Ça se joue à très peu de choses. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun des acteurs essaye de voir dans le concert médiatique comment il peut poser son discours et retrouver dans ce discours un certain poids de crédibilité. C'est-à-dire ce qui peut donner à un public le sentiment qu'il a tout de même confiance, qu'il peut avoir confiance dans une parole, que ce n'est pas seulement de la stratégie. Mais tout ça, ça ne se décide pas tout seul. C'est beaucoup une interaction avec la façon dont le public va percevoir les choses. Et donc c'est en permanence un ajustement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles la confiance est forcément compromise quand les gens se mettent à dire des choses dont le public sait que de toute façon ça ne peut être que faux. Alors ça, on ne peut que déconseiller de pratiquer ce genre de choses, en fait. Voilà. Mais la confiance, en fait, c'est un élément dynamique qui peut apparaître, qui peut disparaître et qui correspond beaucoup à la relation que le public peut établir aux gens. Alors ça passe par des techniques, parce que c'est en donnant une certaine image de soi, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, cette publicité ne pourrait pas être efficace. Elle serait trop naïve. Avec tout ce qui s'est passé depuis, en fait, elle apparaîtrait comme une ficelle un peu facile. À l'époque, elle pouvait peut-être avoir une autre valeur. Ça dépend beaucoup de la culture que les gens ont vis-à-vis des phénomènes médiatiques. Alors, par exemple, c'est très intéressant de voir que les enquêtes auprès des étudiants montrent qu'ils se méfient beaucoup de Facebook, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont conscience du fait qu'une plateforme comme Facebook vend des données, qu'elle fonctionne sur les données personnelles. Et donc, ils sont très conscients de la dimension économique de l'activité. Mais, par exemple, ils ont une grande confiance dans Google. Ils pensent que Google est surtout un outil de connaissance et de documentation, en fait. Alors, sur quoi est-ce que ça repose ? C'est pas grand-chose. Et puis peut-être, je vous dis ça parce que l'enquête date de 3 ans, et peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé, en fait. Merci Viviane Ray. Alors, normalement, là, je devrais vous remercier, puis tout le monde applaudit, etc. Mais là, comme on est sur un sujet un petit peu particulier, qu'on est face à un auditoire assez jeune, j'avais envie de vous donner le mot de la fin. Est-ce que vous avez un conseil à donner à cet auditoire pour justement essayer de conserver cette lucidité face à ce déferlement médiatique ? Ce qu'on vit, c'est pas nouveau. Il y a toujours, les hommes ont toujours cherché à s'approprier de façon critique les objets. Je pense qu'il faut essayer de ne pas raisonner en essayant de juger globalement ce qui se passait avant avec la télévision, le journal, ce qui se passe avec l'Internet, et de vouloir porter un jugement en termes de changements radicaux ou en termes de jugement positif ou de jugement négatif. Il faut juste essayer de regarder avec autant de lucidité ces objets-là que les autres. Alors, c'est en même temps pas grand-chose, mais c'est aussi, je pense, quelque chose de très important. Merci Viviane Ray pour cette traversée du miroir médiatique.
Et puis, pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion, l'ouvrage d'Yves Jadret est disponible avec notre partenaire Durance à la sortie de l'amphithéâtre. Et il sera évidemment disponible aussi à la médiathèque de l'école. Voilà, bonne soirée à tous et merci.